représentant légal des victimes. Alors, nous demandons aux parties de poser. Nous espérons donc que l'interrogatoire par le bureau du procureur de ce témoin se terminera aujourd'hui, ce qui signifie que vendredi, nous pourrons entendre le prochain témoin. We have to deal with the second problem. Le président, bien, pour l'instant, le deuxième problème. Donc, premièrement, les micros ne marchaient pas. Ensuite, nous avons un témoin qui vient de se volatiliser. On ne sait absolument pas où il est, sans doute dans la cour. Il s'est peut-être trompé de salle d'audience, cela dit, sait-on jamais. I must say, this is very much annoying. Je dois dire que c'est très ennuyeux, pour le moins. We go. Felipe, can you tell us when... Felipe, faites-nous signe lorsque le témoin aura été retrouvé. On ne va pas attendre ici. C'est ridicule. All rise, veuillez vous lever. Here we... Le président, bien, recommençons. Je pense que nous avons retrouvé notre témoin. Bonjour, monsieur le témoin. Donc tout d'abord, je souhaite procéder à votre identifié. Vous êtes Matthew Franklin Wells, c'est bien cela? Réponse oui. Question née le 5 janvier 1984 à Irving, Texas, aux États-Unis. Réponse oui. Question, votre profession, s'il vous plaît? Réponse, je suis chercheur en droits de l'homme. Question, c'est encore votre profession? Réponse oui. Question, depuis combien de temps faites-vous ce métier? Réponse, depuis 7 ans maintenant, à ce jour. Le président, et où exercez-vous principalement? Réponse pour l'instant, Soudan du Sud. Réponse avant et avant. Question et avant. Réponse Côte d'Ivoire. Question très bien. Pouvez-vous nous dire quand vous avez travaillé en Côte d'Ivoire? Réponse de 2009 à 2014. Question très bien.
Vous savez bien sûr que cette chambre a été mise en place pour juger messieurs Blégoudet et Gbagbo, qui ont été mis en accusation par le procureur de la Cour pénale internationale. Vous êtes ici pour nous aider à la manifestation de la vérité. On va vous poser des questions. Tout d'abord, le représentant du bureau du procureur, puis la défense. Enfin, les deux défenses, d'ailleurs. Si à un moment ou à un autre, vous avez un problème, faites-le moi savoir et dites-moi ce qui vous inquiète et nous trouverons une solution. En tant que témoin, bien sûr, vous êtes tenu de dire la vérité. Et d'ailleurs, je vais vous demander de procéder à l'engagement solennel. Veuillez, s'il vous plaît, lire les mots qui sont devant vous. Enfin, répétez après moi. D'ailleurs, je déclare solennellement que je dirai la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. C'est à vous. Le témoin, je déclare solennellement que je dirai la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Le président, merci. Vous savez bien sûr que faire un faux témoignage ici est un délit devant cette cour. Avant de donner la parole au représentant du bureau du procureur, j'ai quelques consignes à vous donner. Tout d'abord de parler lentement, comme je le fais à l'heure actuelle, car nous avons de l'interprétation et de la sténotypie qui doivent consigner tous nos propos, qui doivent d'abord les traduire puis les consigner. So, Donc, il est évident que comme vous allez parler la même langue que la personne qui vous pose des questions, vous allez parler trop vite et vous n'allez pas ménager de pause, mais il serait bon quand même de le faire. Donc, parlez s'il vous plaît moins vite et ménagez une pause avant la fin de la question et le début de votre réponse. Je pense que c'est tout. Je donne maintenant donc la parole à Madame Pack, qui représente le bureau du procureur et qui va vous poser des questions. Je vous remercie. Madame Pack, merci. Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur Wells. Monsieur Wells, bonjour. Question, je suis Mélissa Pack. On s'est rencontrés hier lors de la visite de courtoisie et je vais vous poser des questions pour l'accusation aujourd'hui. Alors, vous venez de nous dire que vous êtes chercheur. Vous étiez chercheur en Côte d'Ivoire entre 2009 et 2014. Pour quelle organisation travaillez-vous, s'il vous plaît? Human Rights Watch. Réponse. Question. Et à quel moment avez-vous été employé par Human Rights Watch? Réponse de 2009 à 2014. Réponse. Qui était votre superviseur? Réponse. Corinne Dubka. Question. Et qui est Corinne Dubka? Ou qui était-elle? Réponse. C'était la chercheure en chef pour l'Afrique de l'Ouest. Réponse. Question. Et quel était votre métier, votre travail en tant que chercheur en Afrique de l'Ouest? Réponse. Faire des recherches sur les violations des droits de l'homme et faire de la recherche sur le terrain plus principalement et rassembler les documents à ce propos. Réponse. Et c'était uniquement en Côte d'Ivoire ou ailleurs, dans d'autres régions? Réponse. Pour moi, personnellement, c'était Côte d'Ivoire et Sénégal. Question. Alors maintenant, parlons de vous. Tout d'abord, pouvez-vous nous dire ce que vous avez fait à l'université? Et ensuite, réponse, j'étais à l'université de Rice avec un diplôme en histoire et psychologie, une licence. Ensuite, j'ai fait la faculté de droit de Harvard. Président. Simplement, Monsieur le Président, je vois sur les transcrits français une mention de la part des sténotypistes qui dit « La rapidité des interventions entre la représentante du procureur et le témoin ne permet pas aux sténotypistes de consigner correctement les débats et il est important que nous puissions suivre les débats, y compris en français. » Le président. what can I say? Le président, que dire? Que dire? Je vous demande, Madame Pack, de ralentir
d'avoir une pause de quelques secondes quand même entre questions et réponses. Madame Pack, merci donc à mon contradicteur. Monsieur le témoin, nous parlons la même langue. Je vais donc vous demander, s'il vous plaît, enfin, je vais nous demander à tous les deux de ménager une pause entre les questions et les réponses, afin de permettre surtout aux sténotypistes de consigner vos propos. Donc, je vous avais demandé ce que vous aviez fait à l'université, vous en avez parlé. Mais avant de travailler pour Human Rights Watch, pouvez-vous nous dire ce que vous faisiez? Est-ce que vous avez travaillé dans la région avant 2009? Vous avez travaillé en Afrique de l'Ouest? Réponse. Oui. Lorsque j'étais à la faculté de droit de Harvard, par le biais du programme des droits de l'homme de Harvard, j'ai fait des recherches en Sierra Leone et des recherches sur le terrain sur les enfants qui travaillaient dans les mines de diamants en Sierra Leone. Il y a eu un rapport que j'ai signé avec quelqu'un d'autre. Ensuite, l'été, j'ai travaillé pour une organisation concernée par les violations des droits de l'homme au Libéria et d'autres travaux aussi au Libéria en matière d'éducation aux droits de l'homme. Question. Alors, sur la formation maintenant. Avez-vous reçu une formation quelconque lorsque vous étiez à Human Rights Watch? Réponse, oui. En fait, j'ai déjà été formée à la faculté de droit de Harvard par leur programme sur les droits de l'homme. D'autres personnes qui étaient là avaient déjà travaillé pour Human Rights Watch. Donc, la méthodologie qui était appliquée à Harvard est un peu la même que celle de Human Rights Watch. Je l'ai donc appliquée. Et de toute façon, lorsqu'on commence chez Human Rights Watch, on doit d'abord aller suivre une formation sur la méthodologie utilisée dans l'organisation, comment interviewer les témoins. Et ensuite, lors de votre première recherche sur le terrain, vous êtes toujours accompagné d'une personne qui a plus d'ancienneté que vous et qui vous explique, qui vous permet d'affiner vos compétences en matière d'interview de témoins. Et avant de pouvoir, bien sûr, commencer son programme de recherche. Avez-vous été formé sur une catégorie bien précise de victimes ou de témoins? Réponse. Oui. Nous avons été formés très précisément à l'interview de victimes, par exemple, victimes d'abus sexuels, victimes vulnérables, groupes de victimes vulnérables. On nous forme aussi aux interviews avec interprètes. Alors, on fait par exemple des scénarios, des études de cas avec interprètes et témoins ou victimes. On a aussi une formation sur l'identification des armes, surtout lorsque l'on sait que l'on va être déployé sur une zone de conflit ou de conflit potentiel. Vous nous avez parlé de votre première enquête sur le terrain, enfin mission sur le terrain. C'était quand pour Human Rights Watch? Réponse. Au début octobre 2009, en Guinée-Conakry, suite au massacre qui a eu lieu lors de la manifestation du 26 septembre 2009 en Guinée. Je suis allée avec Rand, qui était le chef de la délégation,
pour l'Afrique de l'Ouest et aussi avec le chef de la division d'urgence de Human Rights Watch pour enquêter et savoir ce qui s'était passé lors de ces événements en Guinée. Question. Maintenant, je vais vous poser des questions à propos de l'organisation même de Human Rights Watch en Côte d'Ivoire. Savez-vous depuis combien de temps Human Rights Watch étudie ce pays? Réponse. Je crois que le premier rapport portait sur les élections de 2000 avec la violence post-électorale aussi. Human Rights Watch travaille de façon assez permanente dans le pays depuis ce moment, depuis 2000 donc, avec un grand nombre de rapports qui ont été publiés pour le conflit 2002-2003, des rapports aussi sur la période 2003-2004 où il n'y avait ni guerre ni paix et les élections qui s'en sont suivies, enfin en 2010. Question, je ne vais pas vous demander de jeter un regard sur ces rapports, mais pourriez-vous au moins nous donner le nom des rapports essentiels écrits par Human Rights Watch lors de cette période? Réponse, oui. Tout d'abord, le rapport de 2008 qui se penchait surtout sur la FESCI, les mouvements étudiants, donc la meilleure école, c'était le titre du rapport. Et puis, parce que cette fédération étudiante était perçue comme soutenant M. Gbagbo. Ensuite, en 2002-2003, il y a eu un autre rapport plutôt sur le côté occidental du pays, les abus qui ont été commis par les forces gouvernementales et les forces de l'opposition. Donc ça, c'était le rapport de 2002-2003. Question. Et sur quoi se fondait Human Rights Watch pour écrire ces rapports en Côte d'Ivoire? Réponse. Eh bien, toujours des recherches sur le terrain. Des enquêtes sur le terrain en interviewant des victimes ou des témoins qui ont assisté ou subi les événements. Ensuite, encore avec corroboration des différents témoignages à propos d'un même événement afin de voir s'ils sont bien étayés et bien fondés. Ensuite, lorsque c'est possible, aller visiter les scènes où les choses se sont passées afin de voir les choses de nos propres yeux pour pouvoir corroborer un peu plus les propos entendus de la part des victimes et des témoins avec ce que nous avons vu nous-mêmes. Question. Pour ces enquêtes sur le terrain dont vous venez de nous parler, est-ce que vous vous êtes intéressé à un camp ou un parti? Enfin, sur quoi est-ce que vous avez concentré vos efforts? Réponse. Human Rights Watch travaille toujours en toute impartialité. Notre maître mot est l'objectivité. Donc, lorsqu'on étudie une situation quelconque, de violation des droits de l'homme, quel que soit l'auteur, enfin l'auteur allégué bien sûr, nous suivons toutes les pistes, mais sans s'occuper de qui est éventuellement l'auteur. Question. Et les rapports de Human Rights Watch, quel était leur objectif en Côte d'Ivoire d'une manière générale? Réponse. Dans un premier temps, il s'agit de donner une voix aux victimes de violations des droits de l'homme, afin de déterminer ce qui s'est passé lors d'un incident particulier ou lors d'une série d'incidents, en parlant à des personnes qui ont vécu ces incidents,
et en donnant donc une voix à ces victimes pour qu'ils parlent de leur vécu. Dans un deuxième temps, il s'agit de s'en servir pour faire de la promotion. Nous sommes une organisation qui fait la promotion des droits de l'homme et donc nous travaillons auprès des protagonistes, par exemple en matière de reddition de comptes, de responsabilité, afin de réduire le nombre de violations des droits de l'homme qui sont commises sur le terrain. Now, Question. À quel rapport au pluriel en Côte d'Ivoire avez-vous collaboré? Réponse. Le premier rapport sur lequel j'ai fait des recherches et que j'ai rédigé s'appelle Terrorisé et abandonné. Il a été publié en 2010, juste avant les élections, et on s'est penché sur le côté ouest du pays, notamment dans la zone qui était contrôlée par le gouvernement, mais aussi une autre zone qui était contrôlée de facto par les forces nouvelles, le groupe Forces Nouvelles. Donc nous nous sommes penchés sur la criminalité, sur les violations de la loi, la violence, les actes d'extorsion commis dans la partie ouest de la Côte d'Ivoire, ainsi que la réponse du gouvernement afin de mettre fin à ces abus. Le deuxième rapport était celui qui portait sur la violence post-électorale, intitulé « Ils les ont tués comme si de rien n'était ». Et dans ce rapport, nous nous sommes penchés sur les événements de novembre 2010 à mai 2011, dans le contexte de la crise post-électorale. Après cela, j'ai rédigé un rapport. Je crois qu'il a été publié en octobre 2011, dans lequel je me suis penché sur la répression essentiellement des sympathisants de M. Gbagbo par les forces pro-Ouattara à la suite d'attaques sur des installations militaires à Abidjan. Donc il y a eu des violations commises par les forces pro-Ouattara contre des sympathisants de Gbagbo à Abidjan et la réponse à ces menaces à la sécurité. De plus, j'ai participé à l'élaboration d'un rapport. J'ai fait des recherches et j'ai rédigé ce rapport avec un membre d'un programme de justice internationale pour déterminer ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire et à l'échelle internationale s'agissant des crimes commis lors de la crise post-électorale. Nous avons publié ce rapport en avril 2013, si je ne m'abuse. De plus, j'ai rédigé un rapport sur le conflit foncier en Côte d'Ivoire et il a été publié en 2013. Ce rapport a porté essentiellement sur la vente illégale ou l'appropriation de terres dans l'ouest de la Côte d'Ivoire par des sympathisants du Gbagbo qui avaient pris la fuite et se sont réfugiés au Libéria. Et pendant qu'ils étaient au Libéria, leurs terres avaient été appropriées illégalement et revendues. Ils n'avaient donc plus accès à leurs terres. did Human Rights Watch... Question. Est-ce que Human Rights Watch a publié autre chose que ces longs rapports dont vous venez de parler et qui portaient sur la Côte d'Ivoire? Réponse. Oui. Pendant la crise, étant donné qu'il s'agissait d'une situation d'urgence, peu de temps après avoir réalisé une mission sur le terrain, nous publions des communiqués de presse plus. Nous les appelions des communiqués de presse plus, c'est-à-dire des mini-rapports d'une vingtaine de pages dans lesquels nous fournissons des détails sur les
constatations sur ce qui avait été identifié sur le terrain après la crise. Nous pensons qu'il était important de diffuser cette information le plus tôt possible. En outre, en dehors du cadre de la crise, j'ai publié au moins quelques dizaines de communiqués de presse et de tribunes, ainsi que d'autres articles sur la Côte d'Ivoire pendant que je travaillais pour Human Rights Watch. I'd like to show you. Question. Je souhaite vous montrer à l'écran qui est devant vous un document. Pourrait-on afficher à l'écran le document CIVOTP 0003-0028, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Quel est le numéro sur votre liste de preuves? For my friends, Madame Pack, il s'agit du numéro 35 sur notre liste. so you can see that. Can we? Pourriez-vous, s'il vous plaît, zoomer cette page afin que l'on puisse voir toute la page à l'écran? Votre permission, ce document est catalogué comme public et il sera diffusé et montré sur les écrans à moins qu'on nous dise autrement. I'm fine. If it's public, it's public. It's a public document, yes. Le président, si c'est un document public, c'est un document public. Moi, je n'ai pas de difficulté avec cela. Madame Pack, effectivement, c'est un document public. Veuillez regarder la première page, s'il vous plaît. Et je demanderai à monsieur le greffier d'audience de tourner la page, de montrer la page suivante qui se termine par 0029. Just take your time to look. Veuillez prendre le temps de regarder cette page. Vous avez parlé de communiqués de presse et d'autres documents qui ont été publiés par Human Rights Watch concernant la crise post-électorale. Est-ce que cette liste comprend certains ou tous des documents ou tous les documents que vous venez d'évoquer? Réponse. Il me semble qu'elle comprend tout ce qui a été publié entre décembre et avril 2011. Nous avons publié d'autres documents après cette période-là. Par exemple, lorsque j'ai pris part à une mission vers la mi-mai 2011, où l'on s'est penché sur la dernière bataille pour Abidjan, nous avons donc publié un communiqué de presse de 10 à 15 pages à ce sujet-là. Je ne le vois pas sur cette liste, mais disons qu'il s'agit là des documents qui ont été publiés jusqu'au mois d'avril 2011. Question. Et les communiqués de presse dont vous parlez, ils étaient préparés sur la base de quoi au juste? Sur quelle base? Réponse. Eh bien, tout dépend de la nature du communiqué de presse. Certains étaient publiés en réponse ou en réaction à des événements d'actualité. Par exemple, j'en vois un sur la visite de chef d'État de l'Union africaine qui venait à Abidjan. C'était donc en réaction à des événements d'actualité. Mais la plupart de ces communiqués de presse étaient fondés sur des recherches que nous effectuions auprès de victimes de première main, de victimes qui nous ont parlé d'événements spécifiques en Côte d'Ivoire alors que nous nous y trouvions soit à Abidjan, soit lorsque j'étais sur le long de la frontière avec le Libéria et lorsque j'auditionnais des réfugiés.
Now I'd like Question. À présent, je souhaite parler de votre rapport intitulé Les ont tués comme si de rien n'était. Ce rapport a été préparé sur quelle base au juste? Sur quoi vous êtes-vous fondé pour rédiger ce rapport? Réponse. Le rapport fait fond sur 6 missions en Côte d'Ivoire se rapportant à la violence post-électorale. Il s'est donc fondé sur des travaux sur le terrain entrepris en Côte d'Ivoire en auditionnant des victimes et des témoins d'événements spécifiques. Parfois, des nombres importants de témoins de ces événements ont été auditionnés pendant toute cette période-là. Nous avons commencé par une mission à Abidjan en janvier jusqu'au mois de juillet 2011 lorsque nous avons effectué une autre mission. I think you said Question. Je pense que vous avez parlé de 6 missions. Serait-il possible de nous rappeler toutes ces missions-là? J'aimerais les parcourir avec vous. La première mission, est-ce que vous pouvez nous donner la date approximative de cette mission-là? Réponse. Oui. La première mission est la seule à laquelle je n'ai pas pris part personnellement. C'était une mission qui a eu lieu vers la fin décembre 2010, qui a été entreprise par un chercheur d'urgence qui s'est rendu le long de la frontière du Libéria et de la Côte d'Ivoire, notamment dans la zone qui était de l'autre côté de la frontière de Danané et de la zone ouest de la Côte d'Ivoire, une région qui était essentiellement contrôlée par les forces nouvelles. Et ma collègue, cette chercheur, s'est penchée sur les violations présumées commises par les forces pro-Ouattara dans le nord de la Côte d'Ivoire, qui avaient poussé certaines personnes à fuir vers le Libéria. C'était la première mission. La deuxième mission a eu lieu à Abidjan. Elle a duré 10 jours en janvier. Et dans le cadre de cette mission, nous nous sommes penchés sur des événements qui ont eu lieu pendant le premier mois et demi de la crise. Question. Qui vous a accompagné pour cette mission? Réponse. J'y suis allé avec Corinne Defka, qui était notre chercheur pour l'Afrique de l'Ouest. and the next mission that you went. Question. Et quelle a été la mission suivante à laquelle vous avez participé? Réponse. La troisième mission a eu lieu début mars. Encore une fois, cette mission a duré 10 jours et j'étais accompagné par Corinne. Et nous y sommes restés entre le 3 et le 12 mars, si je ne m'abuse. Nous avons examiné essentiellement ce qui s'était passé depuis notre mission précédente à Abidjan, notamment pendant le mois de février, au moment où il y a eu une escalade de la violence à Abidjan. La quatrième mission était sur la frontière avec le Libéria. Les forces républicaines avaient commencé leur offensive militaire dans la partie ouest de la Côte d'Ivoire. Nous nous sommes rendus vers la frontière où, à l'époque, il y avait des dizaines de milliers de réfugiés qui traversaient la frontière et qui fuyaient ce qui se passait en Côte d'Ivoire. Nous avons donc auditionné des réfugiés, en général le jour où ils arrivaient dans cette région-là ou le lendemain. Lors de cette mission, j'ai été rejoint par deux autres chercheurs. Le premier travaille au sein de la division des réfugiés, Jerry Simpson, réfugié en Côte d'Ivoire, et un deuxième chercheur de la division africaine, Wesley Haskell à l'époque, ou Leslie Haskell, se corrige l'interprète. La cinquième mission à laquelle j'ai participé s'est déroulée entre le 15 mai au 26 mai
au 25 mai. J'y suis allé seul, je suis allé seul à Abidjan et je me suis focalisé sur les événements, sur la bataille pour Abidjan, ainsi que les violations présumées commises par les forces républicaines au lendemain de l'arrestation de M. Gbagbo. Enfin, la sixième et dernière mission concerne le conflit survenu vers la fin juillet 2011. Et à ce moment-là, mes recherches ont porté sur les événements concernant le pilonnage d'Abobo, ce que nous n'avions pas examiné lors de missions précédentes. C'était d'actualité. J'ai essayé d'approfondir mes recherches avant de préparer mon rapport définitif. The frequency of your Question. Que pouvez-vous nous dire au sujet de la fréquence de vos missions sur le terrain à Abidjan? Comment est-ce qu'elles étaient préparées? Quelles considérations étaient prises en compte? Réponse. En général, nous essayons d'intervenir le plus tôt possible après un événement important. Lorsqu'il y a eu escalade des tensions en décembre, nous avons tenté d'y aller le plus tôt possible en janvier. Après l'escalade des événements vers la fin février et l'émergence du commandant invisible à Bobo, la réponse qui a suivi cela, nous avons essayé d'intervenir le plus tôt possible afin d'examiner la situation à Abidjan. Là encore, il y a eu une intensification des tensions. Nous sommes également allés vers la frontière avec le Libéria parce qu'il y avait des tensions qui augmentaient dans la région ouest et nous essayons de comprendre ce qui se passait sur le terrain le plus tôt possible. Juste après cela, et après la bataille pour Abidjan, nous avons tenté de revenir sur le terrain le plus tôt possible. J'ai tenté de revenir le plus tôt possible pour comprendre ce qui s'est passé des deux côtés lors de cette bataille. now I'd like to ask you Question. Je souhaite vous poser une question concernant vos méthodes de recherche avant de publier vos rapports. Notamment le rapport « Ils les ont tués comme si de rien n'était ». Soit-il possible d'afficher ce rapport à l'écran, s'il vous plaît? Je vous demanderai d'afficher le document CIVOTP 004-0072. Veuillez l'afficher à l'écran, s'il vous plaît. you can see there we go the first Vous voyez la page de garde de ce rapport. Veuillez nous montrer la page 0004-0090, s'il vous plaît. we'll go through that. Nous allons parcourir cela ensemble. The first paragraph. Je vais commencer par le premier paragraphe et j'espère que vous êtes en mesure de le voir. Est-ce que c'est assez clair à l'écran? Mr. President, Maître Knops, Monsieur le Président, avant que Madame le procureur ne poursuive son interrogatoire, est-ce que l'accusation a l'intention de procéder à un rafraîchissement de la mémoire du témoin ou est-ce qu'elle a l'intention de demander le versement de ce document au dossier? À mon sens, cela n'est pas très clair. Quelle est l'intention? Quel est le but de parcourir le document avec le témoin? Le juge président, nous allons voir. Nous allons voir. Maître Knops, merci. Madame Pack. Pour le moment, je vais simplement parcourir la partie consacrée à la méthodologie. Veuillez regarder le premier paragraphe, s'il vous plaît, et je vais simplement donner lecture de ce
de la première partie. Ce rapport s'appuie essentiellement sur 6 missions de recherche. Il s'agit des missions que vous avez décrites. Réponse oui. Question. Nous allons maintenant lire le deuxième paragraphe. Au total, Human Rights Watch a interrogé plus de 500 victimes et témoins directs de violences post-électorales. Je m'arrête pour un instant. Pouvez-vous nous parler du type de victimes et de témoins directs que vous avez interrogés à l'époque, parmi les 500 que vous avez interrogés? Réponse. Il s'agissait de personnes disposant d'informations de première main de certains événements. Notre organisation ne se fonde pas sur des informations de seconde main ou de oui-dire. Nous essayons toujours de parler à des personnes qui sont en mesure de parler directement d'événements vécus ou dont ils ont été témoins. Donc plus de 500 victimes et témoins directs ont été interrogés et il s'agissait essentiellement de personnes qui avaient vécu des événements en particulier. Ils représentaient les deux camps. Les deux camps politiques en Côte d'Ivoire. Lors de chaque mission, nous avons activement cherché à parler à des personnes des deux camps pour comprendre leur point de vue, pour comprendre leur expérience pendant cette période-là. En outre, nous essayons de corroborer ces récits de première main sur la base de récits de membres de la famille qui avaient vu des corps à la morgue ou auprès de personnel médical qui avait soigné les blessés. Et sur la base de nos propres observations, lors de transports sur le terrain, et après avoir été nous-mêmes témoins de cela, si nous pouvions constater qu'il y avait effectivement eu des blessures. The accounts. Question. Les récits que vous entendiez, est-ce qu'il s'agissait de... Enfin, est-ce que vous avez interrogé les témoins vous-même en personne ou par téléphone? Comment est-ce que vous effectuez vos auditions? Réponse. La majorité des auditions ont été réalisées face à face, en face à face. Nous essayons de le faire en personne. La vaste majorité des témoignages contenus dans ce rapport découlent de témoignages racontés par les personnes elles-mêmes en personne. Essentiellement lors d'auditions en tête-à-tête avec des témoins ou des victimes. On essaie de trouver des lieux sûrs où les témoins sont en mesure de parler à l'aise en tête-à-tête sans la présence de qui que ce soit d'autre. Question. Et comment est-ce que vous enregistriez vos auditions? Réponse. Nous prenions généralement des notes manuscrites. Nous consignons par écrit les propos des témoins, nous rédigeons des résumés. En fait, non, nous ne procédions pas par résumé, mais nous consignons par écrit, verbatim, ce que nous disaient les témoins. Question. Et lorsque vous effectuez vos auditions, est-ce que vous utilisez des questionnaires en particulier? Une façon de poser des questions particulières? Réponse. Non, il n'y avait pas de questionnaire standard, en ceci que chaque personne a ses propres particularités, a son propre vécu à raconter. En général, nous commencions en leur posant des questions très ouvertes, du genre « Que s'est-il passé? Qu'avez-vous vécu ?» pour ne pas orienter leurs réponses. Nous
souhaitions simplement bien comprendre ce qu'avait vécu une personne en particulier. Et une fois que la personne a commencé à nous parler, nous commencions à rentrer dans les détails en posant des questions de suivi afin de vérifier la crédibilité et la véracité des propos de la personne, en posant des questions très très détaillées sur ce qui s'était passé, par exemple, sur qui était responsable, sur les auteurs présumés des violations. Question. Et lorsque vous interrogez un témoin ou une victime, combien de temps cela vous prenait-il en général? Réponse. Eh bien, cela dépend de la personne. En général, cela prend 1 heure. Parfois, cela prenait plus de temps. Tout dépendait de ce que la personne en particulier avait vécu. Did you yourself interview? Question. Vous-même, est-ce que vous avez interrogé des témoins vulnérables dans le cadre de vos missions? Maître Knops, Monsieur le Président, qu'est-ce qu'un témoin vulnérable? Cela n'est pas défini. Alors je souhaite opposer une objection à cette question qui est directive. Le Président, non, ce n'est pas une question directive. Moi-même, je suis curieux. J'aimerais savoir ce qu'est un témoin vulnérable. À mon sens, tout témoin est vulnérable. Je ne sais pas quelle sera la réponse. La réponse nous éclairera. Je ne pense pas qu'il s'agisse d'une objection valable, en l'occurrence. Le témoin, oui. Une victime vulnérable serait une victime de violences sexuelles, de victime de torture, par exemple. Nous considérons qu'une victime est vulnérable si c'est une personne que nous ne souhaitons pas retraumatiser dans le cadre d'une audition, par exemple. En ce qui concerne les victimes de violences sexuelles, s'il s'agit d'une victime femme, l'on préfère généralement demander à une femme chercheur d'interroger cette victime. Lors des missions à Abidjan, lorsque j'étais avec Corinne, c'était généralement Corinne qui interrogeait ce genre de victimes. Lorsque j'étais à Abidjan, en mai, j'y étais seul à ce moment-là, alors j'ai moi-même interrogé ces victimes de violences sexuelles. Now you've talked about Question. Vous avez parlé d'audition en personne, en tête-à-tête. Est-ce que vous avez déjà effectué des auditions? Vous avez interrogé des témoins, des victimes au téléphone? Réponse. Lorsque nous étions sur le terrain, toutes les auditions, chaque fois que nous avons interrogé une personne, je l'ai fait moi-même, je l'ai fait en personne. Lorsque j'étais en Côte d'Ivoire ou le long de la frontière avec le Libéria, j'ai toujours réalisé des entretiens en personne. Lorsque nous n'étions pas sur le terrain, par exemple, entre 2 missions, à ce moment-là, effectivement, nous réalisions des entretiens au téléphone afin de continuer à prendre note de ce qui se passait sur le terrain. Dans de nombreux cas, comme je l'ai indiqué précédemment, nous sommes d'abord allés à Abidjan en janvier pour la première fois. Évidemment, il y a eu des événements en décembre, des événements qui étaient intéressants pour nous. Donc nous avons effectué des entretiens pour comprendre ce qui s'était passé entre décembre et le 16 mars, par exemple. Et lorsque nous retournions sur le terrain après avoir effectué un entretien au téléphone, nous interrogions les mêmes victimes pour assurer un suivi ou les mêmes témoins pour réaliser un entretien en personne parce que nous préférons toujours interroger la personne en tête-à-tête lorsque cela est possible. Correction de l'interprète de la cabine française, il s'agit de la marche du 16 et non de 16 mars. Question. Comment
êtes-vous rentré en contact avec les personnes que vous souhaitiez interviewer? Le premier contact, réponse, ça dépend. Parfois, dans un camp de réfugiés, dans un camp de personnes déplacées en interne, il suffisait que je m'y rende pour parler aux gens que j'y trouvais, pour voir pourquoi ils étaient là. Ils avaient été déplacés. D'autres fois, surtout à Abidjan, vu le nombre de personnes qui y habitent, on travaillait avec des intermédiaires ou des interlocuteurs, comme on disait, des personnes avec qui nous avions déjà eu des contacts, même avant la crise post-électorale, qui avaient des contacts avec nous en tant qu'organisation, qui connaissaient notre méthodologie et qui nous a aidés à rentrer en contact avec des personnes qui pouvaient nous donner des récits de première main à propos de certains événements. De plus, on travaillait aussi avec les chefs des différentes communautés, soit ethniques, soit communautés d'immigrants en Côte d'Ivoire, les membres de la société civile locale aussi. Enfin, c'était toujours des gens qui représentaient ou qui étaient reliés aux deux camps dans le conflit, pour s'assurer que nous pouvions contacter et nous entretenir avec les victimes de chaque camp. Question. Mais pourquoi est-ce que vous avez utilisé ces interlocuteurs ou voix intermédiaires, comme vous avez dit? Réponse. À Abidjan, plus précisément, il y a tellement d'habitants qu'il serait impossible, enfin ce serait difficile de trouver une personne bien précise qui aurait vu un événement bien précis, juste en se promenant comme ça, le nez au vent, en espérant trouver quelqu'un. Donc, on a plutôt établi des contacts avec des personnes qui représentaient des quartiers, qui étaient reliés à différentes communautés, qu'elles soient ethniques ou qu'elles soient communautés d'immigrants. Donc, il s'agit de personnes qui connaissaient bien leur communauté, qui connaissaient bien les gens des deux côtés dans un quartier précis, et donc qui pouvaient nous aider à identifier les personnes que nous pourrions interroger afin d'avoir des récits de première main, des personnes qui avaient été victimes la plupart du temps. Question. Ces interlocuteurs avaient-ils un rôle à jouer lors de l'entretien en tant que tel? Réponse. Non, c'est nous qui avons mené les interviews. Le rôle de l'interlocuteur était de faciliter la prise de contact avec les victimes et les témoins. Souvent, d'ailleurs, au cours de la crise, les gens étaient assez réticents et ne voulaient pas trop parler à quelqu'un qu'ils ne connaissaient pas. L'interlocuteur était aussi là pour les mettre en confiance. C'était des gens qu'ils connaissaient. C'était des gens que ces victimes ou témoins connaissaient. Donc, cette personne nous donnait les coordonnées et cela, comme je l'ai dit, établissait la confiance pour que la personne se sente à l'aise et accepte de nous parler. Mais en ce qui concerne les interviews, c'était nous qui les menions. So if you look at the À l'écran, nous avons donc la méthodologie dont vous nous avez parlé. Quatrième paragraphe. Je vais en donner lecture à partir de la deuxième phrase. Human Rights Watch identifiait souvent les victimes et les témoins par le truchement d'un grand nombre d'organisations locales, de chefs de quartier, dépendant de la coalition politique du président Ouattara, RHDP, ainsi que des journalistes et des représentants des communautés d'immigrants. Fin de citation.
C'est ainsi que vous avez procédé, puisque vous venez de nous dire? Réponse. Bah oui. Oui, oui, c'est cela. On rentrait en contact avec différentes personnes qui représentaient un bon panel euh, représentatif de la vie politique et de la vie communautaire en Côte d'Ivoire pour pouvoir rentrer en contact directement ensuite avec des témoins ou des victimes. Question. Pourrions-nous, s'il vous plaît, avoir les paragraphes suivants de la page qui est à l'écran à l'heure actuelle, car au 5e paragraphe sur cette page, je donne lecture pendant toute la crise. Human Rights Watch a fait en sorte d'être équitable et équilibré aussi, en enquêtant les abus commis des deux côtés, par les deux camps, et en restant constamment en contact avec des groupes et des individus qui étaient bien introduits auprès de chaque camp. Fin de citation. Donc, pouvez-vous nous dire quel est le lien entre ce que je viens de lire et ce que vous venez de nous dire? Réponse. Mais oui, oui, c'est cela. Nous avons toujours enquêté sur les abus allégués, en tout cas par rapport aux deux côtés. Et nous avons toujours fait en sorte d'être en contact avec les personnes qui étaient introduites auprès des deux camps. Enfin, question. Paragraphe précédent, maintenant, il est écrit, et je cite à nouveau, la situation de sécurité extrêmement tendue pendant toute la crise a demandé que l'on soit extrêmement prudent pour s'assurer que les victimes ne couraient pas de risques en ce qui concerne leur intégrité physique uniquement parce qu'ils parlaient à Human Rights Watch. Fin de citation. Alors, je voudrais vous demander ce que vous avez fait de votre côté pour garantir la sécurité des personnes que vous interviewez. Réponse. Eh bien, premièrement, et surtout, on faisait en sorte que leur identité soit préservée, donc et que leurs propos restent confidentiels. En tant qu'organisation, nous protégeons la sécurité et l'identité des personnes que nous interviewons. Certaines personnes veulent bien parler en public et ouvertement en donnant leur nom, mais la plupart des gens, surtout dans un pays comme la Côte d'Ivoire, les gens ne sont pas prêts à cela. Donc, dans ce type de situation, on garantit l'anonymat des personnes que l'on interviewe. Dans le rapport, par exemple, on n'inclut pas le nom d'un témoin, où il y a des détails d'un témoignage qui pourraient bien sûr dévoiler l'identité d'une personne, et donc ces détails ne sont pas mentionnés afin que l'identité de la personne à qui on a parlé ne soit pas révélée. Question. Nous allons poursuivre la lecture de ce rapport et surtout la méthodologie. Vous parlez anglais, mais avez-vous fait ces interviews en anglais ou en français ou les deux? Réponse. Non, en français. J'ai fait les interviews en français. Un petit nombre d'entretiens ont dû être interprétés d'une langue locale en français. Donc on utilisait un traducteur dans ces cas-là, mais c'était assez rare, surtout à Abidjan. Donc la plupart des entretiens ont été menés en français. Over the page to... Bien, passons à la page 0091.
you've just testified about the first paragraph. Donc, vous venez de témoigner à propos de ce premier paragraphe. Les entretiens étaient principalement menés en français. Deuxième paragraphe, je crois que vous nous avez aussi dit comment vous garantissiez l'identité du témoin, des témoins peu forts. Donc, en ne donnant pas leur nom. Donc, alors, penchons-nous sur cette méthodologie dont vous venez de nous parler pour faire votre enquête et vos recherches. Avez-vous appliqué cette méthodologie ou votre propre méthodologie ou une méthodologie utilisée par d'autres personnes? Réponse. Et c'est la méthodologie que j'ai employée, la méthodologie du Human Rights Watch, uniquement celle-là. Elle est toujours appliquée. Ainsi, enfin, c'est vraiment à la base de toute recherche de Human Rights Watch. Il y a des principes, il y en a 4. Protéger la sécurité des personnes avec qui on s'entretient. Deuxièmement, être impartial. Donc, toujours enquêter des deux côtés lorsqu'il y a une situation. Troisièmement, étudier et tester la fiabilité des témoins au cas par cas. Il y a toujours des témoins sur lesquels on ne s'appuie pas parce qu'on ne les trouve pas crédibles finalement. Et puis quatrièmement, corroboration des témoignages avec des éléments externes avant de publier quoi que ce soit. Question. Je m'arrête une minute. Sur donc les interviews que vous avez menées, le type de personnes que vous avez interviewées. Pouvez-vous nous dire un peu quels étaient les profils types des interviewés? Restez général, s'il vous plaît. Réponse. Nous avons interrogé des personnes qui avaient été témoins directs de certains événements bien précis, portant sur des allégations éventuelles d'un côté ou de l'autre. On a interviewé des victimes directes d'abus sexuels et de violences sexuelles, des victimes de torture. Nous avons interviewé des personnes qui avaient été témoins ou victimes d'un incident bien précis, et ce, dans l'heure ou les 2 heures qui ont suivi. Nous avons donc interviewé des personnes parfois directement après qu'un incident soit intervenu. On a interviewé des auteurs éventuels aussi, des membres des forces de police, des forces de sécurité de chaque côté, pour qu'ils nous disent ce qu'ils avaient vu, voire ce à quoi ils avaient participé parfois. Question. Lorsque vous parlez des forces de sécurité, pouvez-vous nous dire à quel groupe vous faites allusion? D'où venaient ces personnes que vous avez interviewées? Le Maître Knoops. Maître Knoops, désolé, je pense que cela ne suit pas du tout votre décision, monsieur le juge. On demande aux témoins de tirer des conclusions sur ce qu'il a déterminé. Le président, non, je pense qu'il faut poursuivre. Jusqu'à présent, nous sommes parfaitement... vous suivez, Madame Pack suit parfaitement les consignes de notre décision. Madame Pack, merci. Donc, lorsque vous parlez des forces de sécurité, pouvez-vous être plus précis et nous dire exactement de quel groupe vous parlez, puisqu'il s'agit de personnes que vous avez interviewées? Je ne vous demande pas de tirer de conclusion, de vous dire ce que vous pensez de ces groupes, la nature de ces groupes, ni quoi que ce soit. Juste, dites-nous qui étaient ces groupes. Réponse.
J'ai interviewé plusieurs personnes travaillant pour la gendarmerie à l'époque, qui faisaient donc partie des forces de M. Gbagbo. Ça, c'était au début de la crise. Ensuite, les membres des Jeunes Patriotes. J'ai aussi interviewé les membres du Commando Invisible à Bobo. Et plusieurs personnes au sein des forces républicaines, forces donc pro-Ouattara, à l'époque en tout cas. Just if we can go back. Alors, revenons un peu en arrière. Je demande donc à Monsieur le greffier, s'il vous plaît, d'afficher la page précédente que nous avions à l'écran, c'est-à-dire la 0090. Troisième paragraphe, qui commence par l'essentiel de ces éléments ont déjà été publiés dans des communiqués de presse très étoffés, publiés par Human Rights Watch juste après 4 des 6 missions de recherche sur le terrain. Donc, c'est à ces communiqués de presse que vous faisiez référence au début de votre témoignage, réponse oui, question. Donc, c'est normal, c'est ainsi que vous fonctionnez. Vous basez votre rapport sur des communiqués de presse volumineux? Réponse. Chez Human Rights Watch, on a une démarche différente selon qu'il s'agit d'une urgence ou pas. Si c'est une urgence, on procède d'une façon. Si en revanche on sait qu'il y a des abus systématiques des droits de l'homme dans un pays, c'est différent. Alors quand c'est une urgence, comme la crise post-électorale par exemple, là, on essaie de recueillir un maximum d'éléments, travailler à fond, et ensuite on publie cela très rapidement parce que l'évolution est très rapide. Alors, lorsque c'est des droits plus où il n'y a pas d'urgence, par exemple droit à l'éducation, eh bien ce qu'on fait là, on va sur le terrain, on étudie et ensuite on publie un rapport. Donc la situation d'urgence qu'on a ici est différente et on fonctionne comme cela. On va sur le terrain pour avoir un communiqué de presse assez volumineux, mais quand même qui ne représente que 15 pages à peu près. Et puis ensuite, un peu plus tard, on retourne sur le terrain pour... on retourne sur le sujet, en tout cas, pour rédiger un rapport plus précis et plus qui collecte vraiment tout ce qui a été étudié lors d'une période où il y avait énormément de volatilité. Question. Bien. Qu'en est-il de votre mode de rédaction? C'est vous qui avez écrit et ils les ont tués comme si de rien n'était? Réponse oui. Enfin, bien sûr, certains des communiqués de presse ont été rédigés par moi-même et Corinne. Question. Pouvez-vous nous décrire comment vous vous y prenez pour rédiger le rapport? Réponse. Eh bien, comme base, on utilise ces communiqués de presse volumineux ou les petits rapports qui ont été rédigés sur le coup pendant le conflit. J'avais aussi accès à tous les interviews effectuées pour Human Rights Watch. Donc, tous mes collègues qui avaient interviewé des personnes à un moment ou à un autre au cours de la crise, eh bien, j'avais leurs notes d'interview. Donc, d'un côté, les communiqués de presse qui avaient été publiés pendant la crise et tous les autres éléments qu'on avait pu recueillir auprès des témoins de première main, des victimes.
Donc, il faut rassembler tout cela. Et une fois tous ces éléments rassemblés, cela m'a servi, en fait, de base pour rédiger mon rapport. Question. Lors de la rédaction, est-ce que vous avez parlé à d'autres personnes au sein de l'organisation, à part ceux qui avaient mené les recherches avec vous dans le pays? Réponse oui. Tout rapport de Human Rights Watch est vraiment épluché avec soin à l'interne, d'abord par votre chef dans votre division. Donc moi, c'était la division Afrique. Ensuite, il est scruté par le service juridique qui se penche sur tout rapport de ce style pour voir quelles sont les conclusions juridiques tirées, pour voir quel est le cadre des droits de l'homme qui aurait pu être... enfin, pour voir si les conclusions sont compatibles avec les principes des droits de l'homme. Ensuite, voir si ces auteurs allégués sont éventuellement identifiés. Alors là, si on a identifié un éventuel auteur, notre service juridique se penche de très près pour voir si s'il y a de quoi, si les preuves sont suffisantes pour que l'on nomme cette personne ou pas. Ensuite, nous étudions d'autres choses, voir s'il y a suffisamment de fondations permettant d'arriver aux conclusions qui sont tirées, voir aussi si le rapport suit bien la ligne de l'organisation. Et puis, il y a ensuite une revue. Il y a ensuite, le rapport est ensuite envoyé à d'autres divisions plus thématiques chez Human Rights Watch. Il y a par exemple une division qui s'occupe des droits des femmes. Alors, ce groupe-là se penche sur tout ce qui a trait à la violence et aux abus sexuels ou aux violences commises contre les femmes. Même chose pour les enfants. Par exemple, il y a une division qui s'occupe des droits des enfants et qui va se pencher sur toute conclusion portant sur les attaques sur les écoles ou sur des enfants soldats. Et puis, nous avons aussi le programme de justice internationale ou la division qui s'occupe de tout ce qui a trait à la CPI, par exemple. Là, c'est notre division de la justice internationale qui s'occupe de vérifier ce qui est dans le rapport à ce propos. Question. Alors, ces communiqués de presse volumineux dont vous nous avez parlé, pouvez-vous nous dire si eux aussi faisaient l'objet d'une étude approfondie chez Human Rights Watch? Réponse oui, oui. Ils passent à peu près par le même chemin. Donc, tout dépend si au départ il y a de la recherche bien précise qui est compilée dans le rapport. Alors là, je parle par exemple de ces rapports, de ces communiqués de presse assez étoffés que l'on publie après l'émission. Ils sont tous revus de la même façon. Il y a la division africaine, la division juridique, les divisions de programme aussi qui épluchent ces communiqués de presse. Et puis, puisque c'est un communiqué de presse, il y a aussi les relations avec la presse, cette division-là qui vérifie ça et puis qui révise un peu pour que le style peut-être soit bien dans la ligne du style Human Rights Watch. Mais en fait, c'est ainsi que l'on procède. Question. Alors maintenant, pour en revenir plus précisément à votre rapport. Le rapport, ils les ont tués comme si de rien n'était.
sans pour autant nous dire quelles ont été vos constatations factuelles. Dans quel but est-ce que ce rapport a été publié? Pouvez-vous nous le dire? Réponse. Pour présenter tout ce que nous avions pu apprendre au cours de la crise post-électorale à l'aide de ce que nous avions rassemblé. Donc, voir les différentes étapes et essayer de rassembler nos conclusions et nos constatations portant sur ce qui s'était passé au cours de la crise. Le but étant bien sûr de promouvoir les droits de l'homme. Donc nous faisons des recommandations à différents acteurs, éventuellement impliqués, y compris le gouvernement, les diplomates aux Nations Unies, toute personne qui pourrait influencer ou modifier la situation et améliorer la situation des droits de l'homme dans un pays bien précis. Donc on fait des recommandations à ces partis. C'est le but de ce rapport, leur faire des recommandations pour leur dire quelle serait la marche à suivre d'après nous pour améliorer les choses. And finally, on this topic. Question est toujours sur ce point. Donc, parlons de la rédaction. Enfin, vous nous avez parlé de la rédaction, vous nous avez parlé ensuite de la révision de votre texte. Cela s'applique à votre rapport, cela s'est appliqué à vos communiqués de presse, mais est-ce que ça s'appliquait que à vos productions, aux productions de tout le monde? Réponse, non, c'est le processus normal pour tout communiqué de presse publié par Human Rights Watch. Il doit passer par cette même procédure. Le président, je vous interromps, il est 11 heures. Avant de faire la pause d'une demi-heure, j'aimerais vous poser une question. Vous avez dit qu'avant de publier le rapport, il passe donc par un processus de révision. Alors j'ai remarqué d'abord le superviseur, ensuite la division africaine, la division juridique, la division de la politique, la division de la justice internationale, les relations publiques, division s'occupant de la condition des femmes, etc., etc. Bon, mais alors à la fin, c'est toujours votre rapport, d'après vous? Réponse, non, c'est le rapport de Human Rights Watch. Question du président. Oui, mais par rapport à ce que vous rentrez et ce qui sort à la fin, est-ce que le produit a changé, oui ou non? Sur le fond, en tout cas. Réponse. Il y a des amendements au cours du processus, toujours. Ce processus de révision est extrêmement strict. L'équipe juridique, par exemple, dispose de 2 semaines pour éplucher le rapport. Alors vraiment, il fouille dans les détails. Il creuse. Et oui, il y a des modifications, des amendements pendant tout le processus. Le président parle des gens qui n'étaient pas sur place. Les réviseurs ne sont pas des personnes sur le terrain. Ils n'ont jamais été sur le terrain, n'est-ce pas? Réponse oui. Mais ils recherchent des choses bien précises dans le rapport. Comment, par exemple, on rédige les conclusions pour qu'elles soient bien conformes au cadre international juridique. Le président, très bien. Maintenant, nous allons faire notre pause et nous reviendrons donc à 11h30.